Donc bonjour à tous. Donc on est avec Agatha, Gilles Rosier et Anne-Sophie qui risquent de venir tout à l'heure. On va présenter notamment son dernier roman Affaires personnelles. Gilles, est-ce que déjà tu veux commencer par présenter la maison rapidement pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois? Gilles, tu ne m'écoutes pas là, c'est ça? Si, je t'écoute, mais j'ai une connexion qui n'est pas géniale. Donc, je te demandais si tu pouvais présenter la maison d'édition L'Antilope, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, de façon très brève, évidemment, mais D'accord, avec plaisir. Alors, l'Antilope est une maison d'édition que Anne-Sophie Dreyfus et moi-même avons créée il y a un peu plus de 4 ans et qui publie des livres rendant compte des paradoxes et de la richesse de l'existence juive sur les 5 continents. Et nous en sommes le livre d'Agata Tuchinska qui est paru jeudi dernier, il y a 8 jours, et notre 22e ou 23e publication. On publie à peu près 5 livres par an. Et grâce à Agatha, Anthony, on est en train d'obtenir une notoriété mondiale. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Agatha, bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre histoire personnelle et comment vous en êtes arrivé à être écrivain déjà, pour commencer? Et ensuite, on parlera évidemment du livre, mais pour commencer, pour présenter l'auteur que vous êtes. Oui, alors c'est très compliqué. Alors, je ne sais pas où je dois commencer. J'étais une fille assez timide du silence parce que chez moi, à la maison, on ne parlait pas beaucoup, on ne posait pas de questions. Et je savais que ma mère, quand je lui posais une question, elle ne répondait pas. Je suis née à Varsovie, je pensais que je suis polonaise, pure polonaise. Mon père était polonais et ma mère a toujours rêvé d'avoir une fille, un enfant, mais elle a rêvé d'une fille aux yeux bleus, voilà, les yeux bleus, et les cheveux clairs. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors, j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais petite, et puis après non plus. Je lisais le livre. Alors, le livre, le monde du livre, c'était le monde que j'ai connu et que j'apprivoisais et que j'aimais. Ben, c'était comme ça pendant des années et des années. Et puis, tout à coup, quand j'avais 19 ans, ma mère m'a dit que finalement, je ne suis pas que je pensais que je suis. Ben, elle m'a dit qu'elle est juive, qu'elle était une petite fille dans la ghetto de Varsovie. Et elle y entrait avec toute sa famille, avec sa mère qui a été tuée après. Et ben, finalement, ben, le sort juif, le passé juif, l'histoire juive, ça m'appartient. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'elle m'a disait. Je pensais que les juifs qu'on nous a appris à l'école, ils étaient tués pendant la guerre, alors ils n'existaient plus en Pologne, il n'y en a plus de juifs. Alors, je n'ai vraiment pas compris ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a raconté. J'avais 19 ans et j'ai complètement raillé cette histoire, j'ai gommé cette conversation. Ben, si maintenant les journalistes ou les gens me demandent c'était où, c'était comment elle vous a dit ça, je ne sais pas, je me souviens pas. Alors je pense que j'ai hérité de ma mère une mémoire une mémoire, comment dirais-je, qui m'aide à vivre. Ça veut dire qui gomme tout ce qui est très douloureux, ce qui me fait du mal.
Bon, ben alors j'ai 19 ans, elle m'a ouvert un secret incroyable, mais je ne savais vraiment pas quoi faire avec tout ça. Je ne comprenais pas vraiment. Alors j'ai décidé, je me suis dit, alors on est en Pologne, on vit en Pologne, Pologne, Varsovie, langue polonaise, tout ça. Pourquoi ma mère a caché tout ça? Pourquoi elle a décidé de cacher ses origines pendant les années et les années? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi? Alors, elle avait peur. Elle m'a disait, je veux pas que tu ressens le peur, la peur. La peur, c'est la peur en français. La Oui. peur, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. En polonais, elle voulait avoir une fille blonde polonaise qui sent pas le stigme et la peur d'une petite juive qui était condamnée à mort pendant la guerre. Bon, bah alors, c'est un peu long que je raconte, mais je dois dire tout ça parce qu'après, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment m'y prendre. Et je me suis dit, d'accord, alors je vais découvrir qui étaient les Juifs. Alors je me suis dit, voilà, il y a Isaac Bashevis Singer, le prix Nobel de la littérature yiddish. Ben alors je veux lire tous ses bouquins. Il était né en Pologne, rue Krochmalna, c'était son univers particulier et omniprésent. Alors je me suis dit, d'accord, je vais aller aux États-Unis, je vais demander à Isaac Bashevis Singer qu'est-ce que ça veut dire d'être juif. Mais lui, il va m'aider. Il va me finalement dire comment il faut s'y prendre. Ben alors, je fais tout ça. Ben, je voyageais en Pologne, mais en 1992, je pense, 11, c'était 11, quand j'avais déjà mon billet à New York, j'ai reçu la note, l'information qu'il est mort. Alors, désastre, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je suis allée à New York et j'ai écrit un bouquin sur Isaac Bashevis Singer et l'identité juive. J'essayais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour lui, c'était simple. Il était dans la famille juive, il parlait yiddish, son père était rabbin, sa mère ne parlait qu'yiddish. Alors ici, c'était clair, tradition, religion, langue. Pour moi, c'est pas si simple que ça. J'étais polonaise, ma langue polonaise. Et puis, je suis écrivaine. Alors pour moi, ce côté polonais est très important parce que c'est la culture polonaise où c'est à moi, c'est ce qui est vraiment moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ma mère, judaïté, le ghetto et la Shoah? Alors, j'écris l'histoire familiale de la peur. Finalement, après des douleurs et douleurs, ça a paru en 2005 en Pologne et tout de suite en France. C'était traduit en français tout de suite. Alors, c'est l'histoire ça s'appelle l'histoire familiale de la peur. Et c'est l'histoire de ma famille juive, du côté de ma mère, et de ma famille polonaise. Alors, c'est le nœud, c'est mon âme, c'est ce que je suis. Polonaise et juive. Et j'essaye de raconter dans ce livre qu'est-ce que ça veut dire. Et j'essaie aussi de recréer, d'avoir ma famille juive qui m'a été complètement gommée. Et ma mère m'a jamais parlé de sa mère, de ses parents, etc., etc.
Ben voilà, ben c'est moi. Alors Gilles a décidé de publier encore un livre du notaire de moi. C'est encore un livre sur la mémoire. Parce que je commençais par Isaac Bashevis Singer et puis l'histoire familiale de la peur. Après, c'était Vera Gran, où j'ai encore, c'est un livre sur une cantatrice de Ghetto de Varsovie. Alors, j'entre encore de Ghetto de Varsovie au Ghetto de Varsovie. Et là, mars 68, c'est encore un morceau de mon identité à moi, identité polono-juive ou judéo-polonais. Ben, Gilles a décidé, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il peut nous dire pourquoi il a décidé que ça peut être important pour les autres, que ça peut être une histoire pesante pour ceux qui n'ont pas vraiment vécu ça. Gilles levait la main, justement. Vas-y, Gilles. Hein. Vas-y, Gilles. Alors, est-ce que je peux t'interrompre? Ben oui, j'ai fini. Hein. Ouais. Alors d'abord, si ça vous intéresse, je peux vous raconter comment on s'est rencontrés, Agatha et moi. Bien sûr, bien sûr. En fait, au moment où elle a publié Une histoire familiale de la peur, qui est un livre qui m'a beaucoup impressionné, et notamment cette femme de 40 ans qui écrit en disant à l'âge de 19 ans, j'ai appris que ma mère était juive, qu'elle sortait du ghetto de Varsovie, qu'elle était rescapée du ghetto de Varsovie. J'ai trouvé ça pénétrant. Bon, moi-même, je suis d'un mariage mixte, d'un père non juif et d'une mère juive. Donc, Agatha aussi. Donc, ça me parlait beaucoup, même si mon père n'est pas polonais, mais français. Et au moment où, à l'époque, j'étais directeur de la Maison de la Culture Yiddish, et je l'avais invité pour parler de son livre à la Maison de la Culture Yiddish. Et c'était quelques jours avant la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive. Et puis, Agatha était à Paris et elle m'a dit qu'elle avait nulle part où aller pour le soir de fête. Donc, je l'ai invitée chez moi, avec ma famille et mes amis. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et quand elle dit Gilles et Anne-Sophie ont ont voulu publier mon livre, c'est totalement faux. Il y a 2 ans, elle nous a contactés. C'est un livre pour l'antilope. Bon, Vous entendez? Ouais, moyennement. Ouais, et donc, elle a dit, c'est pas du tout moi qui ai décidé de le publier, c'est Agatha qui a décidé que ce livre serait publié à l'Antilope. Évidemment, alors on ne parle pas le polonais, donc on l'a fait lire par Isabelle Janes-Kalinowski, qui avait déjà traduit un livre pour nous, qu'on connaît bien, etc. On a pris des avis de ci, de là. Moi, j'avais lu tous les livres d'Agatha, donc je savais qu'elle savait écrire des livres, qu'elle était une grande... qu'elle savait écrire des livres de ce qu'on appelle narrative non-fiction, c'est-à-dire à la fois de la littérature, mais basée sur des faits réels, quoi, un peu à la Svetlana Alexievitch. Et surtout, le sujet, je trouvais ça passionnant. Qui sait qu'en 1968, en France, qui sait en France, personne ne le sait. Et pour quelle raison? Et c'est ça qui était passionnant aussi. J'espère que vous m'avez entendu. Ouais, ça a coupé un petit peu, mais on a entendu, je pense, l'essentiel. On a entendu. Ouais. Moi, j'ai entendu à Varsovie. Alors, justement, je rebondis, Agatha, sur votre histoire. C'est qu'au final, votre histoire est quasiment la même, en tout cas, que celle de tous les personnages que vous décrivez dans Affaires personnelles. Notamment sur la découverte de la judéité à un âge différent selon les personnages. Oui. Alors, oui et non.
Parce qu'en 68, quand il y avait cette purge, cette horrible campagne antisémite en Pologne, il y avait des gens déjà 18, 19, 20 ans. Alors, ils pouvaient décider ce qu'ils vont faire. Ils ont senti cette rage d'antisémitisme. Ils se sentaient expulsés, mais ils pouvaient aussi décider quoi faire. Moi, j'avais 11 ans. Alors, je ne pouvais rien faire. Et en plus, je dois dire que je comprenais rien du tout. Je ne comprenais pas ce qui se passe en Pologne à ce temps-là. Et ma mère juive, petite fille de ghetto de Varsovie, qui a décidé de rester en Pologne. Alors peut-être ce n'était pas elle, c'était son père qui a décidé qu'ils doivent rester. Elle avait 14 ans après la guerre. Alors ils ont resté, ils ont décidé que la Pologne, c'est leur maison, c'est leur patrie. Ils ont resté. Comme le parent de personnages de mon livre, l'affaire personnelle. Mais ma mère a décidé que mars 68 ne la concerne pas du tout. Elle ne voulait pas partir. Et pour les autres, ben voilà, c'était différent. Et pourquoi j'écris ces livres? Parce que c'est mon destin à moi. Je me dis plusieurs fois, si j'avais 20 ans, en 68, je partirais. Je ne resterai pas à Varsovie, en Pologne, parce que c'était impossible d'y rester. C'était comme Adam Michnik a dit, ce n'était pas un pogrom vrai, c'était un pogrom sec, un pogrom symbolique. On a expulsé le reste des Juifs de Pologne qui ont resté là après la guerre, après l'exil de 46 et puis 56. Ils ont décidé de rester. Ils se sentaient bien ici. Ils ne se sentaient pas polonais, mais c'était les Juifs d'origine polonaise. Ils admiraient, adoraient la liberté. Et puis, ils se sentaient chez eux en Pologne. Et tout à coup, en mars 68, le gouvernement, ils ont dit, vous n'appartenez pas ici, allez-vous-en, ce n'est pas votre pays. Ils ont dit, le gouvernement dit ça aux parents et puis le jeune. Mon livre raconte l'histoire de jeunes gens. Je dois dire comment j'ai toujours pensé que je dois écrire un livre sur mars 68, mais je ne savais pas comment le faire. Et tout à coup, il y a 3 ans, un garçon de la gare, un ami de mon mari qui est aussi un personnage de mon livre, il m'a donné le photo, 24 photos, noir et blanc, de son départ de Varsovie, et c'était le 19 mai 1969. Il partait, il quittait la Pologne pour toujours, avec les billets simples, billets aller, sans retour, avec le document de voyage qui disait qu'il n'est plus les citoyens de la Pologne. Alors j'avais ces 24 photos et je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça ce que tu vas dire, tu vas faire. Tu vas trouver tous les gens qui sont sur les photos. Il y a 50 ans qui est passé. Et tu vas les interviewer et tu vas voir comment leur vie s'est passée. 95% ont quitté la Pologne aussi, parce que c'était les amis
il y aurait que les amis juifs, une bande d'amis qui s'étaient nés ensemble depuis leur enfance. Alors je me suis dit, voilà, ça va être extraordinaire d'interviewer tous ces gens-là qui ont allé à New York, Tel Aviv, Stockholm, Paris, Copenhague, partout dans le monde entier. Alors je me suis dit, voilà, je vais les interviewer et voir qu'est-ce que c'était pour eux. Je veux essayer de comprendre plusieurs choses. Identité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'être juif, polonais juif en Pologne dans les années 50 jusqu'à 68? En 68, ils partent, ils sont exilés de Pologne. Alors, c'est un point tournant de leur vie, la gare de Gdańsk à Varsovie, 68-69. Hop, vous devez partir. Vous allez dans les pays différents et maintenant, il faut que vous vous débrouillez là-bas. Comment? Comment vous allez le faire? Et qu'est-ce qui se passe avec votre identité? Vous êtes maintenant suédois, français, anglais, américaine, israélien. Qu'est-ce qui se passe avec votre vie? Qu'est-ce qui se passe avec votre identité? Et comment, ce qui était très important pour moi, la Pologne vit avec vous? Est-ce que ça vous fait du mal? Et comment ça vous fait du mal d'être un juif polonais? Comment la Pologne et la langue polonaise? Parce qu'ils partaient avec, vous savez ce qui était dans les affaires, leurs affaires personnelles, surtout, c'était le livre en polonais. Parce qu'ils adoraient la culture polonaise. Ils adoraient les écrivains, les poètes polonais. Et ils partaient avec les livres. Maintenant, leurs enfants savent pas, les enfants, leurs petits-enfants ne savent pas quoi faire avec ce livre là-bas, Toronto, Tel Aviv, Stockholm. Mais pour eux, c'était leur patrie, c'était ce qui était le plus important, le livre polonais. Voilà, alors je me suis dit, c'est extrêmement, c'est tellement intéressant comment il s'est construit là-bas et toujours, qu'est-ce que ça veut dire pour eux 20, 30, 50, maintenant c'est 50 ans après, d'être né en Pologne, d'avoir le parent juif polonais. Et ben voilà comment la Pologne et Varsovie vit dans leur esprit, cœur. Et ben voilà. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ouais. Gilles? Moi, je voudrais donner mon avis de lecteur d'une histoire que je ne connaissais pas. D'abord, c'est un livre d'une humanité extraordinaire où c'est vraiment des gens qui parlent de leurs ressentis, de leurs souvenirs, de leur enfance, de leur adolescence, de leurs amitiés lorsqu'ils étaient adolescents et étudiants, et ensuite de leur arrachement. Des gens qu'ils ont laissés en Pologne, parce que pour la plupart, ils ont laissé leurs parents. Leurs parents leur avaient dit « ne va pas faire ta vie en Pologne, va faire ta vie ailleurs ». Et c'est un livre d'une humanité extraordinaire. Et ces 24 ou 25 personnages, on s'y attache terriblement. Chacun dans Puis autre chose que ça m'a appris, qui est très intéressant, c'est l'idée du leader. Parce que comme disait Agatha, et en fait, la question, quand il y en a un qui commence à partir, si c'est un leader, les autres disent « Ah bah, si machin part, moi je ne peux pas rester ». Et finalement, la plupart ont fini par suivre ceux qui sont partis les premiers. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont restés en Pologne. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans la dernière partie du livre,
Les gens se confient sur quelle a été leur vie, sur leur réussite, mais aussi leurs regrets. Il y en a certains qui disent « j'aurais dû rester en Pologne ». D'autres qui disent « j'aurais dû partir ». Ou d'autres qui disent « moitié je suis content d'être parti, moitié je regrette de ne pas être resté ». Enfin bon, des choses comme ça. Et pour ça, c'est un livre merveilleux. Alors, je veux juste revenir sur les 24 photos, Agatha, dont vous parliez tout à l'heure. J'aurais adoré les voir dans le livre. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'elles n'y soient pas, ou est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a un problème de droit? Pourquoi n'y sont-elles pas? Eh ben, ça, il faut demander à Gilles, parce que ben, ils sont dans les livres polonais. On a essayé, mais effectivement, il y avait un problème de droit. D'accord. Ok. Ouais. Eva? Bonsoir à tous. Déjà, Agatha, je voulais vous dire que je suis impressionnée par votre français. Je ne sais pas si vous avez vécu en France ou dans un pays francophone, mais vraiment, votre français est magnifique. Merci, merci. Ben, c'est pas vrai, mais bon, ben, je suis heureuse d'entendre ça. En fait, ce que vous dites sur votre livre m'a fait penser à un roman graphique que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Nous n'irons pas à Auschwitz de Jérémy Dress. Ça a été publié chez Cambourakis et c'est un récit autobiographique d'un jeune homme dont la famille paternelle est juive d'origine polonaise et qui retourne en Pologne justement pour enquêter sur leurs origines, leur famille. Et ils vont rencontrer des gens qui sont juifs et qui vivent en Pologne, que ce soit des gens qui s'étaient expatriés et qui sont revenus s'installer en Pologne, ou des gens qui, comme vous, ont appris souvent à l'âge adulte qu'ils avaient un de leurs parents ou les deux qui étaient juifs, mais jusque-là, c'était resté un secret. Et je voulais savoir, puisque vous avez dit que vous viviez à Varsovie, voilà, comment ça se passe actuellement pour les Juifs en Pologne? Est-ce que il y a toujours une communauté qui est vivante avec des fêtes, etc. Est-ce que les gens ont leur religion, mais le communisme a fait que ça reste très privé, on cache un petit peu sa religion. Enfin voilà, avoir votre sentiment sur la vie juive actuellement en Pologne. Oui, merci beaucoup pour cette question. Ben, c'est très compliqué, je dois dire. Moi, quand j'ai appris que je suis juive, que ma mère était juive, je l'ai cachée. Et je l'ai cachée pendant des années et des années. Puis, je me suis dit, moi, comme écrivaine, je dois ouvrir ces secrets parce que ça, je ne pouvais plus vivre comme ça. Je me suis dit, c'est la question de survivre, je dois en parler. Alors, j'écris ce livre, ça a paru en Pologne en 2005. Ben, je voyageais beaucoup en Pologne avec ce livre. Et je rencontrais vraiment beaucoup de gens qui disaient, ben voilà, c'est mon histoire à moi. C'est moi, ben, mais vous êtes courageuse. Il disait, moi, j'ose pas le dire. Alors, ma réponse était, ben, je pense pas que je suis courageuse. Je pouvais pas faire autrement. Alors, ne reposez pas le livre, Agatha, parce qu'on adorerait voir les photos dans le livre polonais, si c'est possible, évidemment. Après, tout à l'heure. Après. Je vais essayer de vous les envoyer. Je suis en train de les chercher. Ah, super. Merci. Alors je disais, je ne suis pas courageuse. Pour moi, c'était la question de to be or not to be. As a writer and as a person. J'en pouvais plus. Je devais écrire, je devais finalement ouvrir ce secret parce que c'était tellement important pour moi. Ben, il y avait beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui révélaient leur secret familial, juif, mais pas seulement juif, le secret familial. Quelqu'un avait
était violée, la femme était violée ou la mère était violée par les Allemands, ou quelqu'un était homosexuel, qui est toujours en Pologne un secret top, etc., etc. Alors, je sentais que le livre, l'histoire familiale de la paix, était utile pour les autres. Et ça m'a fait vraiment, c'était très important pour moi parce que ma mère, par exemple, avait très peur que je publie ces livres en Pologne parce qu'elle a vraiment, elle a essayé de vivre comme une, pas polonaise, mais en cachette, avec ses papiers ariennes, avec ses papiers d'une polonaise. Elle ne voulait pas que les voisins savent qu'elle était juive. Elle avait peur, mais rien ne s'est passé. Il était bon. Alors, elle s'est dit, voilà, on peut vivre en Pologne, être juive et vivre en Pologne. Alors, moi, j'ai jamais J'ai envoyé des photos. Hein. Pardon? T'as envoyé des photos de la gare? Oui, merci Gilles. Alors, je ne suis pas religieuse. On m'a pas donné, mes parents étaient athées. Alors, j'appartiens pas à une religion, je ne crois pas au Dieu. Alors, ça pourrait être vraiment bizarre si je décide d'aller à la synagogue. Ici en Pologne, il y a une communauté juive, mais c'est une communauté religieuse. Alors, c'est pas pour moi. Même si j'habitais plusieurs années à Toronto et puis un peu à New York, je fréquentais les synagogues, mais c'était de temps en temps. C'était quelque chose que je voudrais. C'était comme, je ne sais pas, le théâtre pour moi. J'essayais de m'imaginer comment mes grands-parents ou grands-grands-parents se sentaient à la synagogue, comment c'était. Mais je sentais rien, j'étais vide là-dedans. Alors, je parle de ça dans mon livre, mais il n'y a pas vraiment le fond. Pour ça, je me suis dit, j'appartiens pas à la foi, au judaïsme. Je suis pas croyante. Pour ça, je veux pas à la synagogue à Varsovie. Ça, mais c'est possible. Il y a quelques juifs, même plus que quelqu'un. Il y a 2, 3, 4, 5 000 de juifs maintenant en Pologne qui vont à la synagogue et pour eux, c'est quelque chose d'important. Mais est-ce que c'est possible de recréer la vie juive sans vraiment juive en Pologne? Il y en avait 3000 avant la guerre. 3 millions. Voilà, 3 millions. 1 de 3 d'habitants de Varsovie étaient juifs. Maintenant, après la guerre, il y en avait, je ne sais pas, 400. Après, 20 000. Maintenant, il y en a peut-être 20 000, peut-être 7 000. Ça dépend comment on compte. Est-ce que moi, je compte? Est-ce que je suis juive? Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas, c'est compliqué. Alors, ça existe, la vie religieuse juive, avec le rabbin Michael Chaudry de New York, qui est ici déjà depuis 20 ans. Il essaye de revivre la vie religieuse. Mais pour moi, c'est artificiel. C'est pas quelque chose qui vraiment qui me touche. Ça se ressent dans le livre sur certains personnages qui disent en substance à peu près ce que vous dites. C'est exactement ça, c'est que la judéité ne touche pas forcément tout le monde de la même façon et que ce n'est qu'un mot au final et pas forcément un état d'esprit. Alors Soraya pose une question, elle est très timide Soraya.
Oui, voilà, Soraya demandait, parce qu'elle ne connaissait pas forcément le contexte polonais dans les années 60, comment se fait-il qu'il y ait eu tous ces pogroms et cet antisémitisme qui s'est manifesté comme ça? Alors, on ne va pas dire du jour au lendemain, mais comment se fait-il que ce soit aussi violent à un moment donné de l'histoire? Alors ici, c'est Gilles qui a décidé de répondre. Gilles, tu es là? Oui, je suis là. Alors, Agatha m'a demandé de lui porter main forte sur ce sujet. Les chiffres, etc. Gomulka, Mochar, tu vois la lutte entre la partie communiste, Oui, les oui. ouvriers, etc. Vas-y. Alors, déjà, depuis les années 1930 en Pologne, il y avait un cliché assez répandu identifiant judaïsme et communisme sous un concept qu'on appelait Jido-komuna, c'est-à-dire judéo-communiste. Judo-commun, voilà. Voilà. Et donc, ça s'est perpétué à travers les décennies. Et après la Seconde Guerre mondiale, en fait, où il y a à peu près 200 ou 300 000 juifs de Pologne qui ont trouvé refuge en Union soviétique pendant la guerre, au moment du pacte Ribbentrop-Molotov, l'Union soviétique et l'Allemagne se sont partagés la Pologne. Et il y a un certain nombre de juifs qui se sont retrouvés du côté soviétique, et ce qui leur a sauvé la vie. Et en 1945, ils sont revenus en Pologne. Et un certain nombre étaient communistes. Donc, en fait, quand ils sont revenus en Pologne, ce cliché du judéo-communisme s'est dans une certaine mesure renforcé. Et du coup, de plus en plus, les juifs étaient assimilés aux communistes et les communistes étaient assimilés aux juifs, sachant que le communisme en 1945 en Pologne a été imposé à la nation polonaise. Il y avait une minorité de gens qui étaient communistes, mais c'est l'Union soviétique qui a imposé le communisme. Donc, c'était subi par l'immense majorité de la population. Donc, il y avait un a priori négatif contre les juifs. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les juifs étaient un petit peu plus représentés par rapport à leur pourcentage, que tous les communistes polonais étaient juifs. Enfin, loin de cette idée que les juifs, le judéo-communisme avait fait main basse sur la Pologne, d'une certaine manière. Et en 68, comme ça s'est produit dans d'autres pays dans le monde, notamment en France, mais pour d'autres raisons, il y a eu une révolte étudiante en Pologne. Et le moyen que le pouvoir a trouvé pour essayer de mater, enfin d'arriver à bout de cette révolte étudiante, c'est de faire porter le chapeau aux Juifs, en fait. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un terreau relativement perméable à cette idée. Et c'est ce qui a, en gros, pour dire les choses de manière très schématique, c'est ce qui a amené à un rejet par le pouvoir des Juifs, y compris de gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient Juifs, en fait. Les autres le savaient, mais eux ne le savaient pas. Alors, il faut aussi préciser une chose, c'est que 68, c'est après la guerre des 6 jours, en 67. Et en fait, en 67, tout le bloc communiste, qui, en 48, avait, pour des questions géostratégiques, l'Union soviétique avait voté pour la création de l'État d'Israël, mais en gros, elle avait voté pour la création d'Israël pour casser les pieds à l'Angleterre. Et en 67, les choses avaient changé, et au moment de la guerre du 6 jours, l'Union soviétique et les autres pays du bloc de l'Est ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël. Et à ce moment-là, enfin, c'était aussi un peu, il a commencé à y avoir un mélange entre la politique israélienne et l'identité. Je finis la phrase et l'identité juive. On t'entend. Et du coup, les juifs polonais, colonne, et de prendre fait et cause pour. Ils ont été perçus comme étant des mauvais patriotes, et c'est ce qui fait qu'on leur a dit allez-vous-en. Est-ce que j'ai bien résumé, Agatha?
Elle est partie devant ton speech, mais pour nous, tu l'as très bien résumé. D'accord. Les photos qu'il nous a envoyées, Gilles, elles traduisent vraiment un départ entre guillemets top. On n'a pas l'impression que c'est un départ pour toujours, en tout cas. Les photos paraissent, personne ne pleure, voilà, comme c'est décrit dans le livre, personne ne pleure et tout le monde a le sourire. Donc ça, c'est aussi assez surprenant. Est-ce que réellement tous ces Polonais savaient ce qui les attendait en dehors, en tout cas de Pologne? Il faut lire le livre pour s'en rendre compte. Mais Non, mais c'est pas vrai euh, qu'ils n'ont pas pleuré. Ils ont pleuré sur ces photos. C'est Les vrai? 24 photos, ben, là, ils n'ont pas pleuré. Mais puis, presque tout le monde qui est là, qui dit au revoir à Jurek, ce sont les amis qui ont quitté la Pologne après. 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et ben, il y a les photos aussi, par exemple, ben, il faut aussi dire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, que j'étais mariée avec un garçon qui était dans la gare de Gdańsk à Varsovie à ce temps-là. Et alors, lui, il a quitté la Pologne quelques mois après. Et il m'a toujours raconté que mars 68, c'était une blessure impossible de guérir. C'était une cicatrice pour toujours. Et lui, qui n'a jamais pleuré dans sa vie, il a toujours pleuré quand il a raconté son histoire d'exil de Pologne et son départ de Varsovie. Alors, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas pleuré. Ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la Pologne. Alors, leur lieu, leur maison pour toujours. Ils ne savaient pas que le communisme va finalement un jour c'est finir et ils vont revenir là. Ils pensaient que ça y est, c'est un départ pour toujours, exil, et ils vont jamais voir la Vistule, Varsovie, leur maison et aussi leurs parents. Il y en avait qui partaient avec le parent, mais par exemple Jurek et mon mari Henri, ils partaient tout seuls. Et pour le parent, c'était incroyable que 20 ans après la guerre, 20 quelques ans après la guerre, ils sentaient encore une fois la peur qu'ils ont subie, qu'ils ont senti pendant la guerre. Et surtout, ce ils voulaient protéger leur enfant. Ben alors, ils disaient, allez-vous-en, nous, toi, fils, toi, ma fille, va-t'en, il n'y a pas l'avenir pour toi en Pologne. Il faut que tu étudies, il faut que tu deviennes quelqu'un. Vas-y, va-t'en. Et pour eux, c'était extrêmement douloureux parce qu'eux, ils restaient. De temps en temps, ils partaient, mais ils se disaient, est-ce que nous, ben, ils avaient 50, 60 ans, ils pensaient qu'ils étaient vieux, est-ce qu'on peut recommencer la vie ailleurs? Est-ce qu'on peut y aller, mais on ne sait pas comment ça va être à Stockholm. On ne parle pas suédois. En Israël, mais hébreu, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, ils ont resté, mais ils surtout voudraient protéger leurs enfants parce qu'ils sentaient le peur qu'ils ont senti, qu'ils se souvenaient le peur de la Shoah. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi tous les deux, mais j'ai l'impression que ce livre traverse, entre guillemets, le judaïsme et va au-delà et pourrait s'appliquer à n'importe quelle religion, notamment sur le côté migratoire. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah c'est un grand livre sur l'exil forcé, quel que soit cet exil. Ouais. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut parler de votre travail documentaire, Agatha,
Ça a dû prendre énormément de temps, j'imagine. Je crois depuis 2017, si mes souvenirs sont bons. Comment vous avez fait pour rencontrer toutes ces personnes à différents endroits du globe? Comment vous avez procédé justement à avoir toute cette documentation et à rassembler tout ça? Et ma deuxième question, pourquoi ne pas en avoir fait un roman pur? Oui, un roman pur, ça va venir. Ça va venir un jour, peut-être. Je suis pas loin de ça. Parce que clairement, il y a comment dire, sujet à faire un roman tellement fort. Oui, je veux le faire. Je veux le faire un jour. Mais d'abord, vous voyez, je pense que je dois documenter, je dois témoigner. Pas moi, mais les autres qui se souviennent et qui sont les témoins de l'histoire. Alors pour moi, mon écriture, c'est toujours l'écriture sur la mémoire. Et j'essaye d'écrire tout ce qu'il peut disparaître. Et pour ça, je les ai faits avec le survivant de Ghetto de Varsovie, en travaillant sur le livre sur Diagramme, ou d'Isaac Bashevis-Singer. Je devais documenter. Je pense que les témoignages, il faut témoigner, il faut écrire tout ça. Donc là, mon mari, ce que j'ai déjà dit, Henri, était un de leaders de ce groupe d'amis. Alors, on a vécu ensemble 15 ans entre Varsovie et Toronto. Et lui, c'est le seul garçon, je dis garçon parce qu'il avait 20 ans comme les autres, sur le quai de la gare de Gdańsk. C'est le seul qui n'est plus là, qui est mort. Alors, on a beaucoup parlé, quand on s'est rencontrés à New York, on a beaucoup parlé de l'histoire, des mémoires, de notre généalogie juive. Et je savais toujours que mars 68 devait être documenté, mais je ne savais pas comment le faire. Et voilà, et Jurek m'a donné les photos, c'était, je ne sais pas, 10 ans, plus 11 ans après la mort de mon mari. Et Jurek m'a donné les photos, je me suis dit, voilà, c'est une idée, c'est le cadre que je veux inscrire et puis interviewer les gens. Alors, je fais ça avec mes étudiants. J'avais cette masterclass ici à Varsovie. Alors, je les ai fait avec les jeunes gens. Et je leur devais expliquer aussi. Alors, ce n'est pas seulement les Français qui ne savent pas qu'est-ce que c'était mars 68 en Pologne. Les jeunes Polonais, ils ne savent rien du tout. Alors, je leur ai tout expliqué. Et puis, je leur ai dit, voilà, on a cette possibilité d'avoir ces personnages. On va les interviewer. On va collecter les témoignages et puis je vais vous montrer comment on va faire un livre ensemble avec tous ces témoignages. Ben alors, c'est comme ça, pour moi, toute seule, ça va durer plus que des ans de faire ce livre. On le fait dans un an parce que j'avais l'aide des étudiants, de jeunes gens qui était très content de travailler avec moi et aussi ils ne savaient pas qu'il y avait des Juifs en Pologne, qu'ils ont été expulsés en mars 68. Alors c'était une expérience très intéressante et très ouvrante pour eux. Alors quand il y avait le 50e anniversaire de mars 68, qui était à 2018, on avait à cette maison des rencontres d'histoire, c'est le lieu ici à Varsovie, on a ouvert une grande exposition
avec tous les photos et tous les personnages de ces photos, de 24 photos. Et c'était extraordinaire parce qu'ils ont tous venu et ils étaient là encore une fois, maintenant, pas les jeunes, mais 50 ans après. Ils ont venu avec leurs enfants et leurs petits-enfants et ils ont regardé leurs portraits parce qu'ici, pour l'expo, on a fait le portrait de 50 ans après. Alors, on voit jeune Jurek, jeune Adam, jeune Henri. Et puis, il y a le portrait de ces gens-là, maintenant, aujourd'hui, 50 ans après. Et c'était extraordinaire. Et je leur ai dit, bienvenue à Varsovie. C'est votre pays, c'est votre ville, c'est votre adresse. Vous appartenez ici. Ça, c'est votre pays. Ben voilà, c'était extraordinaire cette expo. Alors justement, je m'adresse plutôt à Gilles pour le coup. Est-ce qu'il y a une possible réédition entre guillemets du livre avec les photos en couleur actuelle de la. Ah, je pense que c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Toutes les photos. Ouais. Mais en fait, Gilles connaît tout ça parce que Gilles a toutes ces photos. Il a le livre en polonais, Gilles. Alors oui, nous, on a estimé que en fait, ce livre avait été fait pour une exposition. Donc, il était à la fois livre en soi et catalogue d'exposition. Et comme en plus à l'Antilope, on a un petit format et que ce livre est un beaucoup plus grand format, il aurait fallu que le livre fasse 700 ou 800 pages et ce n'était pas facile. Donc, on a choisi de supprimer tout l'appareil iconographique. Mais ce livre est génial en français aussi, je vous assure. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un plus d'avoir les photos et c'est vrai que ça aurait été merveilleux d'avoir un grand format. Il y a une histoire qui m'a touché, une anecdote entre guillemets dans le livre, c'est l'histoire du chemisier. Est-ce que il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre, donc c'est difficile. Mais c'est quoi? Je me souviens. Oui, quand il y a un personnage qui part en Israël et une de ses collègues part également en Israël, mais fait croire qu'elle part en Belgique. Et en revenant, elle voit le même chemisier qu'elle vient d'acheter en Israël. Et elle comprend qu'elle est juive. Oui. Ah oui, oui, oui. Alors, je l'ai raconté très mal, mais si vous pouviez le raconter avec, ce serait merveilleux. Il y a tant d'histoires là-bas. Non, elle était petite. Elle est allée avec sa mère en vacances quelque part. Et puis, elle revient à l'école. Et là, le chemisier, et puis l'autre fille a le même chemisier. Et, ce sont les deux juives en classe, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et elle découvre la judéité de sa copine grâce aux vêtements qu'elle porte. Voilà. Ça prouve l'omerta, entre guillemets, et les non-dits dans cette société polonaise, en fait, qui était assez incroyable. J'ai l'impression que la religion... Pardon, Gilles, allez-y. Vas-y. Il faut préciser que cette scène se passe avant 68. C'est-à-dire que, effectivement, les gens, quand ils se rendaient en Israël, cachaient qu'ils allaient en Israël pour pas qu'on sache qu'ils étaient juifs. Oui. J'ai l'impression que ce rapport à la religion était assez, était assez caché à cette période-là, que la religion est revenue un peu plus tard dans les années 70-80 et que maintenant on en revient un petit peu. Est-ce qu'une sorte de yo-yo dans la religion qui se cache, est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous pensez que la religion a toujours été cachée, notamment en Pologne? Non, je ne sais pas. C'est pour moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe avec la religion? Est-ce que pour être juive en Pologne, il faut être religieux? C'est absurde pour moi parce que je me sens une Polonaise juive. Ma mère est juive, alors je suis juive. Mais est-ce que pour prouver ça, je dois aller à la synagogue?
non, c'est pas ma langue, c'est pas le monde que je veux fréquenter. Et pour mes personnages, pour les gens dans les années 50-60, il était athée. Il n'y avait pas la synagogue pour eux. Il était différent que les Polonais qui fréquentaient l'église, qui célébraient Noël et Pâques. Eux, il était à part. Il est comme moi d'ailleurs dans ma jeunesse. Ben, on a célébré Pâques et Noël, mais je savais qu'il y a quelque chose de bizarre, que c'est pas notre fête vraiment, que ma mère essaye de le faire pour moi, mais il n'y a rien là-dedans. Mais c'était vrai en plus. Dans une histoire familiale de la peur, à ce propos, Agatha raconte une scène que je trouve extraordinaire. C'est que en Pologne, pour Noël, on mange un gâteau qui symbolise l'hostie. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais il doit être rond, j'imagine. Mais c'est au poids, c'est En un truc là. tous les ans, sa mère sortait ce gâteau qui Le symbolise. même, parce que normalement, on doit être mangé chaque année, mais ma mère. Vas-y, raconte-le. Non, mais ma mère, elle boude, elle m'en parle pas parce que il y avait cette hostie qu'on partage entre, dans la famille, entre eux, on dit Bonne Noël, etc. Et nous, on ne savait pas quoi faire avec cette hostie, alors ma mère la gardait, chaque année, on avait le même. Eh ben, j'écris ça dans le livre et ma mère n'en parle plus, alors elle était... Au bout de quelques années, finalement, à chaque Noël, il y avait un hostie, un gâteau un peu poussiéreux et voilà, dur. très Alors que dans poussiéreux. les autres familles, ils avaient un nouveau gâteau tous les ans, quoi. Et je trouve que c'est très symptomatique parce que quand Agatha dit qu'elle a découvert à 19 ans qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres Polonais, elle le savait en même temps sans le savoir parce qu'il y avait quand même un truc qui était un peu différent à la maison que dans les autres foyers polonais. Ben aussi, j'avais un problème avec mon père. Je parle beaucoup de ça dans l'histoire familiale de la peur. Ce n'est pas la question de ce livre-là, mais mon père il n'a pas beaucoup aimé les Juifs, mais il en parlait beaucoup. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et quand ma mère m'a finalement avoué qu'elle est juive, je me suis dit, c'est horrible aussi parce que mon père, il déteste les juifs. C'est pas seulement ma mère l'a caché pour le raison quelconque, mais aussi mon père déteste les juifs. Alors, qui suis-je? Voilà. Mais c'est pas le sujet de Mais j'ai hâte de voir le prochain roman sur ce sujet-là, par contre. Oui, mais je veux vraiment, je vais écrire un roman maintenant parce que mon père est décédé il y a 3 ans. Ma mère a 89 ans maintenant. Et ce qu'il est incroyable, il est là et il n'est pas là. Elle est là et elle n'est pas là. Elle a peur. Elle pense qu'elle est dans le ghetto. Elle me demande si on va, si on se cache, si on peut se cacher avec notre chien, parce qu'on a un teckel qu'on adore toutes les deux. Alors, est-ce que le teckel peut être dans la cachette? Et le fait que ma mère, petite fille de la ghetto de Varsovie, maintenant 89 ans, a peur toujours en Pologne, qu'elle a choisi comme sa maison. C'est une accusation horrible de mon pays. Alors ça me fait vraiment du mal de voir ma mère qui a peur ici et qui pense de la cachette. Ben voilà, c'est ma réponse de vos questions que vous ne m'avez pas posées pour de
l'antisémitisme polonais, etc. Est-ce qu'on peut parler de la structure du livre qui est plutôt particulière, hein? On a trois parties avec ici, Mars Alors, et là-bas. Oui, pardon Gilles. il faut quand même préciser que Agatha est à Varsovie aujourd'hui, mais c'est une citoyenne du monde. En général, Oui, on ne sait jamais où elle est. Des fois, elle vous écrit de Toronto, une autre fois de Tel Aviv, une troisième fois de Paris. Elle téléphone en disant « je suis à Paris pour 15 jours ». Elle bouge tout le temps. oui, normalement, je bouge tout le temps. Maintenant, maintenant je ne peux pas parce que, voilà, j'adorais cette idée que je veux venir à Paris pour la promotion du livre, mais pas possible. Alors, la structure du livre, je savais comment je veux le faire. Ça doit être ici, la Pologne, Varsovie, Pologne, l'enfance, la jeunesse, le parent, puis le quai de la gare, le point tournant. D'ici, on va quelque part. On ne sait pas où et comment l'avenir va se dérouler. Mais on sait qu'on va se débrouiller. On doit se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'on est survivors. On doit survivre parce qu'on a ça dans nos gènes. Et eux, ils voudraient tellement, ils voudraient étudier, ils voudraient apprendre, ils voudraient construire de nouveau leur vie. Ben, ils ont vraiment, ils ont fait ça. C'est extraordinaire comment ce groupe a réussi dans leur vie. Leur vie, c'est une réussite. Et même quand ils pensent de ça maintenant, ils disent peut-être si on restait en Pologne, ça ne serait pas comme ça. Par exemple, un professeur, Włodek Kaufmann, qui est en France, à Grenoble, un grand professeur qui a inventé une planète. L'autre femme qui est professeure en Australie, un physicien. Agnieszka qui est prof de la littérature à Paris. Les autres qui ont fait le business en Suède ou à New York, ils ont vraiment, leur vie est un grand succès. Seulement, pour moi, je pense que c'est la honte pour la Pologne parce que il nous manque ici. Pourquoi ils ne sont pas le prof, les académiciens, les businessmen de Pologne, polonais? Pourquoi ils devaient partir pour faire tout ça? C'est vraiment, il nous manque ici. Alors la structure, en revenant à ça, ça devait être comme ça. Vous voyez, avant, après. Et comment on voit notre vie de cette perspective des 50 ans. 50 ans, c'est la moitié du siècle, c'est beaucoup. Comment on parle de nous, de la gare de Gdańsk quand on avait 19 ans? Quelle est la perspective? Qu'est-ce qu'on se souvient et comment on se souvient? Et encore une fois, c'est l'histoire de la mémoire. Je suis obsédée par la mémoire. Comment on se souvient? Pourquoi on se souvient comme ça? Et voilà. Il faut noter que pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, que les personnages, en fait, il y en a beaucoup, à peu près 25 dans ces eaux-là, je crois, racontent leur récit, chacun à leur tour, avec une sorte de chapitre sur n'importe quel sujet, en fait, sur la famille, sur la judéité, etc. Voilà. La structure du livre est aussi là, au sein même des trois parties. J'avais une question notamment sur le fait qu'à l'époque, et c'est rarement le cas aujourd'hui, mais qu'à l'époque, il fallait être soit polonais, soit juif. Pourquoi pas deux adjectifs et pourquoi un seul au final? Pourquoi à cette époque-là, on devait être soit polonais, soit juif? On était considéré comme un juif ou un polonais, mais jamais les deux en même temps. Si on te déteste, on dit tu es un juif. Si on veut dire va-t'en, tu n'appartiens pas d'ici, c'est pas ton pays, c'est pas ta maison, tu es différent,
va-t'en, tu es juif, tu es un autre, tu es quelqu'un d'autre, tu n'es pas le nôtre, tu n'es pas d'ici. Ben, le polonais, ça veut dire quelqu'un aux yeux bleus et le cheveux clairs. Il faut dire que, quand même, préciser que c'est le cas quasiment dans toute l'Europe orientale et centrale. Vu de France, ça paraît très étrange parce que l'État-nation en France a été conçu avec la Révolution française, etc. Mais l'État-nation en Europe centrale et orientale, ça a été vraiment conçu de manière ethnique. Donc, en fait, un Polonais, c'est quelqu'un de langue polonaise, d'ethnie polonaise et de religion catholique. Un Roumain, c'est un Roumain de religion orthodoxe, etc., etc. Donc, et en France, on ne comprend pas très bien parce qu'effectivement, la France, il n'y a que le droit du sol qui prime et après, la religion est l'affaire de chacun et on n'est pas moins français, en théorie en tout cas, si on est juif ou si on est musulman. Voilà. Ou si on est protestant. Agatha, pourquoi, vu votre éloquence en français, pourquoi ne pas avoir écrit en français? Est-ce que vous vous y sentez moins à l'aise? Non, mais c'est pas possible. Mon français est nul. Non. Mon anglais est beaucoup plus riche, mais je vais jamais oser écrire en anglais ou en français. Non, c'est pas possible. Ben, je peux aider mes traducteurs et je le fais, soit en français, soit en anglais, mais non, écrire, c'est la main, l'âme, ou je sais pas, le cœur, le cerveau, c'est polonais. C'est pas, mais, ben pour ça, c'est cette complication avec moi, ben, je suis beaucoup polonaise parce que je suis, la Pologne m'a donné beaucoup de choses, surtout la culture et la langue. Alors, je me sens à l'aise seulement en polonais. Oui, je suis vagabonde, je voyageais beaucoup, j'habite à New York, j'habitais Toronto, j'habitais Paris et Tel Aviv. Mais je pense finalement, c'est mon adresse en Pologne et l'adresse de mes livres. Ça veut dire, ça va être seulement en polonais que je vais écrire, mais je suis absolument ravie que mes livres sont traduits en français et anglais et que je peux vous donner tout ce que je donne à mes lecteurs polonais. C'est une extraordinaire aventure d'avoir le lecteur partout dans le monde entier, pouvoir regarder comment ça marche, parce que je pense que j'ai écrit tant de livres, tant j'ai de lecteurs, en polonais, en français, en hébreu, dans toutes les langues. Alors, non, écrire, c'est seulement en polonais. Mais le lecteur, si je le vois partout dans le monde entier, c'est ce qui me fait vraiment heureuse. Et pour ça, je vais écrire encore. Une question de Soraya, mais je crois que vous y avez répondu tout à l'heure, mais j'ai un petit doute. Est-ce que votre mère a lu le livre? Je crois qu'elle l'a lu en polonais, c'est ça? Mais L'histoire familiale de le père, non, de la non, non, affaire personnelle. C'est compliqué maintenant avec ma mère parce que depuis 5 ans, je pense qu'elle n'est pas elle-même. Avant, elle était la première lectrice de mes livres. Elle a adoré tout ce que je racontais, comment j'écris, etc. Maintenant, elle refuse de lire. Elle refuse d'entrer dans le monde de passé parce que ça fait quelque chose. Un déni? Pardon? Un déni? Oui,
J'ai publié encore un livre maintenant sur, c'est une petite histoire sur la petite fille dans le ghetto de Varsovie. Et c'est le deuxième livre après les affaires personnelles que ma mère n'a pas lu. Parce que je me suis dit, c'est pas bien pour elle de visiter le passé. C'est trop, elle est confuse, elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle ne sait pas où elle est. Alors, il vaut mieux de ne pas c'est pour sa santé. C'est pour ne pas avoir peur, pour ne pas répéter l'histoire qu'elle connaît déjà et qui lui fait du mal. Et je pense que c'est trop douloureux pour elle. En plus, elle ne veut pas lire. Pour toute sa vie, elle lisait. Elle était journaliste, elle lisait, elle était avec moi tout le temps, elle adorait les livres et tout ce qui se passait. C'était elle qui m'a appris à lire, c'était elle qui m'a dit, qui m'a récité le poème de poètes polonais aussi, de Tuwim, de tous ces poètes. C'est elle qui m'a présenté la littérature. Maintenant, elle n'en peut plus, elle ne peut plus lire. Je pense qu'il faut qu'elle s'en va quelque part. Il faut peut-être préciser que quand tu as publié Une histoire familiale de la peur, elle était certaine que ses voisins allaient l'égorger parce qu'ils sauraient qu'elle était juive ou quelque chose comme Oui, ça. mais rien ne s'est passé, mais c'était en 2005. Maintenant, on est 2020. Oui, elle était effrayée. Elle avait peur, elle avait vraiment peur. Mais après, elle se sentait à l'aise. Mais nous, maintenant, on est 15 ans après. Elle est vraiment, elle est comme une petite fille de ghetto de Varsovie. Elle veut se cacher et elle a peur. Ben alors, on ne peut pas leur donner encore plus de raisons d'avoir peur, de leur rappeler le mars 68, la vie d'une petite fille Zosia dans le ghetto. Alors non, maintenant, ben, il faut, non, je ne peux pas. C'est en effet assez sage. Est-ce qu'on peut parler du titre? Est-ce que déjà le titre polonais, que je ne peux pas, je regarde le titre polonais, c'est Bagaż Osobisty? Bagaż osobisty, ça veut dire personal luggage. Ben, je ne sais pas si c'était Gilles qui a inventé ça, ou c'était Agnieszka, ou c'était qui a inventé ce titre génial, affaire personnelle. J'adore ce titre-là. Gilles, c'était toi ou c'était Agnieszka? Gilles? Gilles? J'aurais bien vu aussi Retour aux sources comme titre. Retour aux sources comme titre? Ouais, non? Non? Ok. C'est pour ça que je ne suis pas éditeur. Non, je pense que c'était mon amie qui est le personnage de ce livre, Agnieszka, qui a dit bagage, non, c'est pas possible. Gilles avait une idée de faire. Gilles, tu es là? Je peux le dire? Il est là, mais il ne bouge plus. Non, c'est ta traductrice. On t'entend mal, Gilles. Ah, tu as disparu. Pas du tout. Il a dit apparemment que c'était la traductrice qui avait eu l'idée du titre. Ben oui, la traductrice ou Agnieszka, une des personnages, oui. Ben Gilles voudrait le nommer Allez-vous-en. Mais nous, on a pensé que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Ouais, c'était un peu beaucoup. Ah, tu es là. Ouais. Donc, oui, j'ai eu un petit problème de connexion. Ouais. Dis-nous pour le titre. Oui. Non, moi, j'avais proposé Allez-vous-en. Et c'est. Moi, j'ai bien aimé, mais les autres n'ont pas aimé beaucoup du tout. Si ma mémoire est bonne, c'est Isabelle, ta traductrice, et Anne-Sophie qui ont insisté pour que ce soit bagage personnel. Affaire personnelle. Ah ben voilà.
Affaires personnelles, ça veut dire, parce que c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'ils ont pris de Pologne? Qu'est-ce que c'était les affaires personnelles qu'ils ont pris pour une nouvelle vie, pour le voyage nulle part, pour le voyage dans les pays qu'ils ne connaissaient pas, la Suède, Israël, les États-Unis, France, ben, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas où ils vont, mais ils avaient les affaires personnelles. Ça veut dire quoi? Surtout la littérature, les livres polonais. Et les choses les plus précieuses pour eux. Dans le livre, il y a des typographies. Les L sont barrés. Est-ce que c'est particulier à la langue polonaise? Je n'ai pas compris. Il y avait... la lettre Comme L, je trouvais que c'était quand même pas très... On t'entend plus, Gilles? Mais moi, je n'entends pas du Ouais. tout. Je demandais pourquoi la lettre L était barrée. Est-ce que c'est typique de la langue polonaise? La lettre L ou ça? Dans les noms de famille, par exemple. Oui, oui. C'est une lettre E. C'est comme N, Tuszyńska, il y a un N comme ça, Oui. un N avec le slash comme ça, oui. Mais ça, c'est sur la lettre, c'est sur la lettre, c'est-à-dire comme un accent. Mais là, la lettre L est carrément barrée. C'est E. Ça se prononce comme un W en français. D'accord. Comme Łódź. Et Comme Łódź, pas voilà. Okay. Alors, je vous ai envoyé la couverture telle qu'elle apparaît dans les librairies. Parce que malgré tout, affaires personnelles, je trouvais que ça n'évoquait pas beaucoup le moment historique. Donc, on a rajouté un bandeau. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je prends le livre. Oui. J'attends toujours mes exemplaires. Ben oui. J'en ai pas. On t'a envoyé, mais avant, on ne pouvait pas à cause de la poste. Oui, mais ça vient. C'est un règlement de compte entre auteur et éditeur, là. Moi, je n'ai que ça, les trucs polonais. Ben, je n'ai pas dans mes mains. Alors, justement, je pense que cette couverture-là ne pourrait pas sortir en France. Ça? Oui. Pourquoi? Je pense que l'étoile de David plein centre serait, à mon avis, serait pas acceptée en France. Mais j'attends l'avis de Gilles, mais... Pourquoi, Gilles? Non, je suis d'accord, Ça aurait été très difficile, je pense. J'aurais jamais fait une couverture comme ça. Et, qui est très belle, hein, mais ouais, on voit avec le bandeau. Si quelqu'un a une... On a pris le parti de mettre une faucille et un marteau sur la couverture. Oui. Pour bien montrer que c'est... Parce que si vous voulez, l'antisémitisme polonais, quand même, bon, il y a évidemment la guerre, mais il y a l'épisode le plus connu après-guerre, c'est 1947 avec le pogrom de Kielce, un grand pogrom en Pologne après la guerre. Mais l'idée que c'était le gouvernement communiste qui pouvait susciter une campagne antisémite, c'est quelque chose qui est inconnu en France. C'est pour ça qu'on a mis une faucille et un marteau. Et d'ailleurs, il y a des personnages en bas avec une mallette. Est-ce que ça représente quelque chose? Une sorte de mallette. C'est les gens qui s'en vont. D'accord. C'est Gilles, ce sont des questions à Gilles, mon éditeur. Et la couverture, le graphisme, c'est toujours. Je ne me rappelle plus. J'adore. C'est toujours Cédric Ramadier. Voilà, c'est ça. Mais alors, si vous voulez, je peux vous montrer celle que vous n'avez pas vue. Oui, avec plaisir. Agatha n'en a eu aucune, donc. Vous avez... rien du tout. Hein. Livre, non, elle en a refusé un certain nombre. Excusez-moi, elle en a refusé un certain nombre. Est-ce que je peux avoir une question à vous?
Oui, oui, Est-ce que je peux vous demander quelque chose? bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ce livre-là et ces sujets-là peut être intéressant pour le lecteur français? Et si oui ou sinon, pourquoi? Alors, une période qui est totalement méconnue, donc clairement, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Après, c'est quelque chose de très précis dans l'histoire. Donc, je pense qu'il va falloir en parler énormément pour que ce soit le cas. Mais l'antisémitisme en France, en tout cas, a toujours eu, entre guillemets, un lectorat. Donc, je pense que oui. D'accord. Je ne sais pas Nous, ce on qu'en a des pense. réactions de libraires, de lecteurs, de journalistes, qui insistent aussi beaucoup sur le côté universel de livres sur l'exil. Et Mhm. puis, on rentre vraiment dans les émotions des personnages, dans leur vécu. Enfin, c'est un livre extrêmement humain. La couverture que tu nous as envoyée, qu'on n'a pas eue, est magnifique aussi, hein. Mais c'est vrai que celle-là, la nouvelle, est, je trouve, plus parlante. C'est Elle est quoi? plus C'est parlante. l'autre c'est avec le livre? C'est lequel? Parce que moi, je ne vois pas. On voit on voit deux personnages, une femme en rose et une valise Ah verte. oui, je me souviens. Je me souviens Voilà, de ça. très jolie aussi. Hum, Mais je préfère aussi celle qui a été publiée. Valérie? Oui. Oui, je voulais réagir, Agatha. Je pense qu'effectivement, ce type d'histoire est intéressant parce que on a focalisé beaucoup sur la guerre. On a focalisé beaucoup aussi sur l'avant-guerre, puisqu'il y a eu une émigration polonaise très importante au début du siècle de populations juives qui ont émigré jusqu'en France et qui pensaient effectivement trouver un refuge sur notre sol et puis qui ont été rejoints par cette barbarie affreuse de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que finalement votre livre complétera ce qui a déjà été écrit et qu'il y aura une filiation assez naturelle entre ce qui a été écrit jusqu'à présent et il y a beaucoup de littérature, je pense, sur l'Allemagne, sur ce qui s'est passé en France, mais pas tant que cela sur la Pologne. La Pologne, on en parle un petit peu moins. On parle de la Russie, on parle des grands pôles, mais on parle rarement de la Pologne. Et pour avoir lu un livre de Philippe Alexandre qui parle de la création du peuple juif en France à partir de Napoléon, puisque c'est Napoléon qui a effectivement favorisé le développement de la communauté juive en France. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment les personnes qui sont venues au fil du temps se sont agrégées, et je pense que votre livre s'inscrit comme ça dans cette continuité, et c'est pour ça que ce sera intéressant. J'espère bien, merci beaucoup. Et c'est aussi, je pense que c'est le livre sur identité. Alors, c'est vraiment très important. On en discute tout le temps maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont français maintenant? Parce qu'il y en a, il y a 2 ou 3 de mes personnages très célèbres, je dirais, qui vivent en France. Alors, est-ce qu'ils se sentent français? Est-ce qu'ils sont français? Non. Ils se sentent les juifs polonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vécu en France pendant 50 ans, mais ils se sentent toujours les juifs polonais. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a un enracinement profond. Est-ce que le livre a trouvé écho en Pologne? Est-ce qu'il a eu du succès? Comment ça s'est passé? Ben oui, pas mal, mais c'était pas un best-seller en Pologne. Ça se vend bien, mais pas extrêmement bien. Pas comme l'histoire familiale de la père, si je parle de mes livres, ou le livre sur Viera Gran. Mais pourtant, c'est un livre qui en Pologne devrait casser les tabous, non? Oui, peut-être pour ça, ça se vend pas très très bien. Si on casse. Voilà, c'est la réponse. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou une interrogation?
Et est-ce qu'on peut parler aussi de ces stéréotypes de la religion juive et autres d'ailleurs, de toutes les religions, qui sont poignants évidemment en Pologne, mais partout ailleurs. On sait, Gilles, que tu as publié Le Nez juif chez l'Antilope, mais on voit aussi dans ces témoignages, notamment dans l'enfance dès le début, on voit que les stéréotypes ont la dent dure. Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez proéminent en Pologne ou est-ce que vous pensez que c'est universel? Et je m'adresse à vous deux d'ailleurs. Moi, je ne sais pas. C'est en Pologne. Quand ça se passe en Pologne, ça me fait du mal, mais vraiment du mal. Est-ce que c'est la même chose en France, aux États-Unis? Je ne pense pas. Mais peut-être je me trompe. Par exemple, quand je lis, je ne sais pas comment ça marche en France, je lis les articles dans la presse, dans les journaux, sur l'Internet. Mais il s'agit de questions juives. Et puis, j'ai lu le Note de lecteur. Et c'est effrayant ce que je vois. C'est comme de la merde. C'est horrible. C'est tellement antisémite. Alors, je ne vois pas des antisémites tellement dans les rues et dans les discours publics quand je le vois sur l'Internet. Et je ne sais pas si c'est la même, si ça se passe aussi, si c'est aussi affreux en France, je ne sais pas. Alors, c'est à vous de l'éclairer la situation. Mais quand je cessais de lire les commentaires de lecteurs, parce que c'est incroyable ce qu'il raconte. Il faut arrêter de lire les commentaires sur Internet. Oui. J'arrêtais, c'est universel. Mais est-ce que c'est universel? Oui, je pense, oui. Oui. En tout cas, en France, c'est exactement la même chose. C'est évident qu'on entend moins dans la rue un sale juif que sur Internet. Ça, c'est évident. Et c'est pareil pour toutes les couleurs de peau et toutes les religions. Clairement, Internet arrive à désacraliser sans problème. Les gens se lâchent plus sur Internet. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Oui. Ils sont protégés par leur écran. C'est ça, et leur anonymat. Donc, ils sont complètement désinhibés et puis ils se lâchent pour peu qu'ils soient frustrés par ailleurs sur autre chose et c'est parti. Non, mais pourquoi, si on se soit malheureux, on culpabilise, on dit que c'est la faute des Juifs. Pourquoi les Juifs? Pourquoi les autres? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas ça du tout. Mais alors ça, je dirais que c'est un autre sujet. Oui, qui est très vaste. Est-ce que c'est une malaise polonaise ou c'est partout dans le monde entier? Parce que si c'est partout, bah, c'est très bien. Moi, je pensais que c'est seulement ici en Pologne que je dois me protéger de l'écran parce que c'est impossible. Mais la Pologne a de tout temps été, en tout cas période contemporaine, de tout temps été antisémite. Je dirais que malgré tout, en Pologne, il y a une grande homogénéité ethnique. Oui, mais moi, si on peut faire une comparaison avec la France, la Pologne a depuis 1945 une grande homogénéité ethnique. C'est-à-dire que les Allemands ont été expulsés, il y a quasiment plus d'Ukrainiens non plus, il y a peu de Juifs, et il n'y a pas encore, ou il y a très peu de travailleurs immigrés. En fait. Donc, en fait, les Juifs ont toujours cette fonction de l'autre en Pologne. Tandis qu'en France, la fonction de l'autre, malgré tout, même s'il y a de l'antisémitisme en France, elle a été remplacée par les Arabes notamment. Et il me semble que l'arabophobie française est de nos jours bien supérieure à la judéophobie. Et que pour la première fois de l'histoire, ça c'est mon analyse, avant il y avait les Juifs et les Français, un peu comme en Pologne, les Polonais et les Juifs. Et maintenant il y a les Juifs et les Français d'un côté, c'est-à-dire en gros les Blancs, et les autres de l'autre, les Arabes et les Noirs. Enfin, la ligne de partage s'est déplacée dans les dernières décennies, il me semble. Ouais, je suis évidemment, il y a de d'accord. l'antisémitisme, mais dans les grandes masses, je ne pense pas que ça fonctionne.
si quelqu'un a une question, sinon on va passer au screenshot légendaire de la photo, à laquelle on n'échappe pas, malgré nos têtes parfois fatiguées. Mais alors, Alors- comment on fait une screenshot légendaire? Tout le monde. Agatha, c'est bon? Tout le monde est prêt? Voilà, recoiffez-vous. C'est important, ça Alors, va faut faire faire le un tour du sourire. monde. Ouais, oui, minimum. Ok, c'est bon. Et Laura, tu avais une question? Enfin, même pas une question, je voulais dire merci. J'ai appris beaucoup de choses. Je n'avais pas forcément de questions. Vous avez su répondre au fur et à mesure de la conversation, mais c'était un très beau moment en tout cas. Vraiment, je vais me précipiter sur ce livre parce qu'il a l'air très intéressant en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. à vous. Merci à vous. Merci Gilles, merci Agatha pour ce moment, Merci. comme d'habitude. Merci tout le Alors, monde. Anne-Sophie est désolée, elle n'a pas pu se connecter. Dommage, dommage. Faut qu'elle change d'ordi. J'espère Ah qu'on oui. l'aura pour le prochain livre d'Agatha sur ses parents. Oui, oui. Alors, Et donc, merci vous à pourrez- tous. Oui, Pour ceux qui veulent continuer la discussion, Agatha sera en Zoom au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jeudi à 19h. Super. Si d'autres, mais continuez à l'écouter. Elle sera interviewée par la journaliste Corinne Ben-Simon. Voilà. Ah, génial. Ok. parfait. Merci beaucoup. C'est noté. Merci, merci Gilles. beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci, merci Agatha. Au revoir à tous, bon week-end. Au revoir, bon week-end. Enfin, bon week-end. On est dimanche soir. Enfin, bonne soirée. Bonsoir. Allez, au revoir. Au revoir.